Nous sommes le 8 mai 1970 et le tout dernier album d'un des groupes les plus mythiques du rock'n'roll vient de sortir, Let It Be des Beatles. Les Beatles, c'est aujourd'hui le groupe ayant vendu le plus d'albums de tous les temps, devant Elvis Presley et Michael Jackson, mais à l'époque, c'est déjà un des phénomènes les plus importants du monde de la musique. Le groupe vient de traverser une décennie de succès absolu, mais cette décennie ne connaîtra pas de suite et, à vrai dire, ce tout dernier album, Let It Be, aurait pu ne jamais sortir. S'il a vu le jour, c'est en grande partie grâce à un seul homme, à un producteur, Phil Spector. Si la pertinence de Let It Be dans la discographie des Beatles est discutable, on va y revenir. Phil Spector, lui, c'est un producteur dont la pertinence à l'époque n'est absolument pas discutée. C'est tout simplement le producteur star des années 60 et 70. Il a produit You've Lost That Lovin' Feeling, la chanson la plus écoutée de tous les temps à la radio américaine durant 22 ans. Il a travaillé avec les plus grandes stars de son époque, de Leonard Cohen à Tina Turner en passant par The Raymonds. Après la fin des Beatles, il a produit Imagine avec John Lennon ou encore l'un des albums solo d'un des membres des Beatles, George Harrison. Bref, chaque morceau qui passe entre les mains de Phil Spector devient un hit. Mais Phil Spector est aussi un meurtrier. En 2007, il s'est retrouvé dans l'un des procès les plus médiatisés de la fin des années 2000 aux États-Unis, durant lequel il a été jugé coupable. Et le pire, si cela peut être pire, c'est qu'une éditorialiste a écrit « Lorsque j'ai entendu que Spector avait été arrêté pour le meurtre d'une femme, je me suis dit, eh bien, voilà qui fait sens. Il était parfaitement prévisible que Spector tuerait une femme. » Si elle a écrit ça, c'est que malheureusement, derrière les strass, les paillettes et les millions de dollars, se cachait un homme violent, abusif et malade. Du plus grand producteur du monde de la musique des années 60 jusqu'à meurtrier, je vous propose de découvrir la vie de Phil Spector. Nous sommes en 1958, dans le quartier de Fairfax, à l'ouest de Los Angeles. Là habite avec sa mère un adolescent d'apparence normale du nom de Philip Harvey Spector. Philip, c'est un lycéen de 18 ans extrêmement discret. Il est assez petit et très complexé par son physique, qui lui doit quelques moqueries, mais surtout beaucoup d'indifférence de la part de ses camarades, et ce depuis toujours. Philippe ne s'est donc lié d'amitié avec personne au lycée, il passe tout son temps libre, seul, enfermé dans sa chambre, à jouer de la guitare. À côté, il a quand même réussi à monter un petit groupe avec 2 autres musiciens, les Teddy Bears. Et justement, le groupe s'apprête à se rendre pour la toute première fois dans un studio d'enregistrement. Malheureusement, Philippe n'a l'argent de ne payer que la face A de leur single. Pour rappel, on est en 1958, le fondateur de Spotify n'est même pas né, on commercialise la musique sous forme de vinyle. La face A représente la chanson principale et la face B, la chanson secondaire. L'ingénieur du son prit de pitié pour ces 3 adolescents et notamment pour le plus petit et le plus nerveux d'entre eux, Philippe, qui avait tout écrit lui-même, accepte de leur accorder gratuitement 30 minutes supplémentaires de studio. Et 30 minutes plus tard, les Teddy Bears ont terminé l'enregistrement de To Know Him Is To Love Him, titre écrit par Philippe en référence à l'inscription présente sur la tombe de son père. Ah oui, parce que je vous ai dit que Philippe était un adolescent d'apparence normale, mais sous cette apparence, les choses sont un peu plus sombres. Le père de Philippe s'est suicidé alors que ce dernier n'avait même pas 10 ans, et depuis, sa mère, sa sœur et lui habitent dans un climat familial extrêmement tendu. Juste une petite précision avant de continuer la vidéo, je vais remplacer le mot suicide par le mot situ. C'est le mot à l'envers. C'est à la fois pour ne pas me faire censurer par YouTube et à la fois pour que vous n'ayez pas de bip incessant dans les oreilles. J'espère que ce sera plus agréable pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez entre le mot déformé ou le vrai mot avec un bip. La mère de Philippe, Bertha, se retrouvait par exemple régulièrement à le poursuivre dans la maison avec un couteau en lui hurlant « Ton père s'est scié dessus parce que tu es un mauvais enfant ». Bref, nous sommes en 1958 dans le quartier de Fairfax, à l'ouest de Los Angeles. To Know Him Is To Love Him est enregistré sur la face B d'un single d'un groupe n'ayant jamais rien sorti auparavant. Et pourtant,
Ce titre va exploser, devenir numéro 1 dans le naissant classement du Billboard et s'écouler à 1,4 million d'exemplaires. Et ça, ce n'est que le début. Il ne le sait pas encore, mais Phil, à partir de ce moment-là, va enchaîner les tubes. Phil ne va même pas chercher à surfer sur la vague du succès de Teddy Bears. Il va faire quelques télévisions avec le groupe pour interpréter leur seul et unique tube, encaisser l'argent gagné, puis la formation va être dissoute. Il va entrer dans le studio Gold Star à Hollywood en tant que producteur grâce à un dirigeant de maison de disques du nom de Lester Seal qui va accepter de devenir son mentor. On est au tout début des années 60 et ces années voient naître un phénomène énorme et tout nouveau, celui des girls group. Et Phil va produire des titres pour ces girls group qui vont être d'énormes succès. En 1961, il sort I Love How You Love Me avec le girl group The Paris Sisters, titre qui finira à la 5e place des charts pour un groupe inconnu. Il produit les titres de The Crystals, considérés aujourd'hui comme l'archétype du girl group des années 60. Il fonde lui-même les Ronettes qui vont faire les premières parties de la tournée des Rolling Stones, rien que ça, et produire des classiques de la musique américaine comme Be My Baby. Cette année-là, il fonde également un label avec son ancien mentor qui va donc devenir son associé. Ensemble, ils montent une structure du nom de Philles Records, le début du nom de Phil et le nom de famille de Lester Seal. Vous l'avez ? Mais Phil n'est pas en train de devenir connu uniquement pour la flopée de tubes qu'il produit à cette époque. En réalité, il est aussi en train de devenir célèbre grâce à un tout nouveau procédé d'enregistrement studio qu'il a inventé lui-même. Pour faire simple, il a créé sa propre manière d'enregistrer les instruments de musique. Sa technique, c'est d'accumuler les instruments, de doubler voire de tripler la présence de certains d'entre eux et de jouer avec l'écho, notamment grâce à une petite pièce du studio Gold Star dans lequel il travaille. Sa technique s'appelle le Wall of Sound ou le mur du son. Ça peut vous paraître anecdotique et pourtant c'est très important pour 2 raisons. La première, c'est que ce procédé va tout simplement influencer la musique de tous les artistes après lui, des Beach Boys à Bruce Springsteen. Mais aussi, cette signature sonore que Phil Spector est le seul à maîtriser va faire de lui un producteur qui peut vendre des disques de groupes inconnus juste parce qu'il y a son nom dessus. Phil Spector est lui-même une star, c'est une marque et ça, c'est complètement novateur à l'époque. Bref, entre 1960 et 1964, Phil Spector fait entrer 24 titres dans le top 40 aux États-Unis à lui tout seul. Sauf qu'en 1964, les choses vont basculer. 1964 marque la fin brutale du succès indécent que rencontraient les girl groups. À la place, un nouveau phénomène vient séduire les adolescents, clairement la cible de ce genre de musique, les Beatles, avec entre autres la Beatles Mania. Et là, ça aurait pu achever brutalement la carrière de Phil Spector, dont le succès reposait sur le modèle des girls group. Mais ça ne va pas être le cas, parce que Phil était tout le temps en studio, il était très attentif à ce qui se passait dans le monde de la musique, et il avait plus ou moins compris que les choses allaient changer. Alors, en 1965, il arrive en tant que producteur avec un nouveau groupe, The Righteous Brothers, et sort leur premier single, You've Lost That Lovin' Feeling, titre le plus diffusé à la radio pendant 22 ans et qui ne s'est fait détrôner qu'en 2019 par le plus gros single de The Police. Le succès continue donc pour Phil Spector, jusqu'à Tina Turner en 1966. Phil Spector va prendre de force la production de l'album de Tina Turner. Les sessions vont horriblement mal se passer et il va en résulter River Deep Mountain High qui va à l'époque flopper. Ça ne va pas marcher. Et ça va profondément blesser Spector qui a connu des échecs évidemment mais jamais sur de gros projets. Or, Tina Turner, c'était déjà une star à l'époque. Phil est dépité et il va quitter le monde de la musique. Il ne va revenir qu'en 1969, lorsque les Beatles, au bord de la séparation, vont l'appeler pour terminer Let It Be, le tout dernier album du groupe. Cet album va sortir, mais les Beatles le détestent à tel point qu'ils le sortiront sous une autre version plus tard, nommée Let It Be Naked, en ayant enlevé tous les ajouts de Phil Spector. Malgré ça, le producteur se lie d'amitié avec John Lennon, avec qui il continuera de faire de la musique. Il produira notamment Imagine, qui sortira en 71,
Mais après ça, globalement, il disparaîtra du monde de la musique. Et là, vous allez me dire, mais attends, c'est pas du tout cohérent par rapport à l'introduction. Si, on y vient. En réalité, ce succès cache énormément de problèmes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'adolescent timide et réservé qu'était Phil Spector lorsqu'il est entré pour la première fois en studio. Eh bien, Phil Spector adulte est toujours assez réservé, mais plus que tout, il est agressif et profondément exécrable. Et ce, dès le succès de son tout premier titre. Il est passé du statut d'enfant invisible et pauvre à très jeune adulte millionnaire, et ça lui a donné dans sa tête le droit de mal parler à tout le monde. Et pourtant, il n'est pas plus confiant qu'avant. Une auteure-compositrice ayant travaillé avec lui le décrit de cette manière durant sa dernière année de lycée. Il se recoiffait et était si nerveux et inquiet, et parlait de combien cet ami était attirant et à quel point celui-là était beau, et il était jaloux parce qu'il n'avait pas eu telle ou telle fille. Je pense qu'il avait une rage et une colère terrible parce qu'il ne ressemblait pas à Tarzan. Et là, vous pensez peut-être qu'il a juste pris la grosse tête à cause de la célébrité. Mais non, ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. On va parler de ses relations amoureuses. C'est quelque chose que je ne fais quasiment jamais dans mes vidéos, mais là, c'est important pour que vous compreniez mieux le personnage. Phil va se marier avec plusieurs femmes, mais attardons-nous sur Ronnie Bennett. Ronnie, il l'a rencontrée en studio, c'est l'une des chanteuses du groupe The Ronettes qui l'a produit et fait exploser. Déjà, ils ont commencé à se fréquenter amoureusement alors que Phil était marié, et quand sa femme l'a appris, il a réglé le problème en lui donnant 100 000 $ pour qu'elle le laisse tranquille. Ensuite, il s'est officiellement marié avec Ronnie, et ce mariage va être un calvaire. Durant les sessions studio de The Ronettes, elle n'avait le droit de ne parler à personne, et encore moins à des musiciens hommes. Lors de la tournée du groupe en Angleterre, quand elle n'était pas sur scène ou en studio, elle était forcée de rester à l'hôtel pour être là à chaque fois qu'il l'appellerait. Puis après, ils sont rentrés en Amérique. Phil a mis fin aux Ronettes sans demander l'avis de personne, et ils se sont enfermés, enfin plutôt il l'a enfermée avec elle, dans un manoir qu'il a acheté, et là, ça s'est encore dégradé. Pour vous donner un petit exemple, leur mariage battait de l'aile sans grande surprise, et pour essayer de raviver la flamme, Phil, le jour de Noël, a offert à Ronnie des jumeaux. Au pied du sapin, il y avait 2 enfants adoptés de 5 ans comme cadeau de Noël. Je ne sais pas si vous réalisez. Phil a confisqué les chaussures de Ronnie pour qu'elle ne sorte pas du manoir. Désespérée, Ronnie a sombré dans l'alcool pour essayer d'oublier l'enfer qu'elle vivait. Et 6 mois plus tard, elle a pris la décision de s'enfuir, laissant derrière elle les 2 jumeaux et le premier enfant que le groupe avait adopté ensemble. Et si vous vous inquiétez pour ces enfants, vous avez raison, parce qu'évidemment, leur père n'a ni le temps ni l'envie de s'en occuper. Il les enferme donc dans leur chambre, dont ils n'ont pas le droit de sortir, et ce sont les domestiques du domicile, notamment le garde du corps, qui s'occupera des 3 enfants. Ceux-ci ne recevront que très peu d'amour de la part de leur père et assisteront, ou plutôt entendront, à travers les murs du manoir, à des scènes qui marquent à vie les enfants. Ah oui, parce qu'il y a encore 2 choses que je ne vous ai pas précisées. Phil, en dehors de la musique, il a 2 autres passions, les armes à feu et l'alcool. Phil s'est très vite entouré de gardes du corps qu'il a armés, mais surtout, il a commencé lui-même à en acheter et à s'en servir de manière complètement abusive. En fait, ce n'est pas hyper compliqué, il pointe son arme chargée sur tout le monde. Les femmes en premier lieu, notamment celles avec qui il a des relations intimes, mais aussi n'importe quelle personne random ou musicien de studio. Une des sessions les plus marquantes est celle avec John Lennon, où Phil a poursuivi John avec une arme chargée pour rire, et une autre où il a tiré une balle dans le plafond du studio devant John Lennon. Et comme si ça ne suffisait pas, tout ça s'accompagne de beaucoup d'alcool. Mick Brun a écrit un livre sur Phil Spector, et dedans, il le décrit de cette façon. Il buvait jusqu'à devenir presque insensible et était enclin à des colères incontrôlables. Quand vous voyez Phil crier avec les yeux rouges exorbités, c'est comme voir Satan. Pour terminer, en dehors de l'abus d'alcool, Phil souffre également de troubles psychiatriques. Il est traité pour maniaco-dépression ainsi que pour des troubles bipolaires. Et si vous vous demandez pourquoi, devant un homme si dangereux pour lui-même et pour les autres,
personne n'a rien fait, eh bien c'est simplement parce que tout le monde était effrayé. C'est un homme qui avait énormément d'argent, énormément de pouvoir et dont beaucoup, notamment des musiciens de studio, dépendaient économiquement. Il faut aussi prendre en compte les mœurs de l'époque, très différentes de ceux d'aujourd'hui, mais malgré cette différence demeure, tout le monde avoue aujourd'hui dans les interviews que déjà à l'époque, ce n'était pas un comportement tolérable. Par miracle, en 64 ans d'existence, malgré un comportement exécrable avec tout le monde, malgré l'alcool dans des quantités astronomiques, malgré le port d'armes permanent, Phil Spector n'a fait aucun mort et aucun blessé. Mais ça ne va pas durer. Zero 911, what are you reporting? Hi, my name is Adriano. I think my boss killed somebody. Now, why do you believe he may have killed somebody? Because you have a lady on the floor and he has a gun on his hand. Nous sommes dans la nuit du 3 février 2003 lorsque le chauffeur de Phil Spector appelle la police pour signaler que son patron vient de tuer quelqu'un. L'histoire s'est déroulée ainsi. Phil Spector a bu des coups dans 2 bars de Los Angeles avec 2 femmes différentes que le chauffeur et lui ont ramenées à leur domicile. Phil s'est ensuite rendu au House of Blues à Los Angeles, un lieu très réputé où se retrouve le gratin du divertissement. Au départ, une femme lui refuse l'entrée, Lana Clarkson, jusqu'à ce que sa collègue intervienne et lui indique qu'il faut absolument le laisser entrer, que c'est un très bon client et quelqu'un de très important. Lana, c'est une actrice qui n'a pas vraiment réussi sa carrière dans le cinéma et n'a obtenu des rôles que dans des séries B, malgré son acharnement dans le milieu. Faute d'argent, elle se retrouve depuis quelques semaines à travailler au House of Blues où elle garde malgré tout l'espoir de se faire des contacts intéressants. Lana est profondément énervée contre elle-même d'avoir importuné un si bon client qui aurait pu être un contact pour elle aussi. Alors elle passe le reste de sa soirée à s'assurer qu'il ne manque de rien. Vers 3h, Lana termine son service et là, les versions sur le comment divergent, mais toujours est-il qu'elle se retrouve dans la voiture de Phil qui lui était déjà profondément alcoolisé avec lui et son chauffeur. Elle est censée ne boire qu'un dernier verre, alors le chauffeur, Adriano De Souza, se gare devant le manoir et attend dans son véhicule qu'elle ressorte et qu'il puisse la reconduire chez elle, ce qui était une pratique normale chez Phil Spector. Sauf que ce soir-là, vers 5h du matin, Phil descend sur le perron, une arme à la main, appelle son chauffeur qui, de toute façon, arrivait suite au bruit qu'il venait d'entendre, et Phil lui dit « Je crois que je viens de tuer quelqu'un ». Et en effet, assise sur une chaise dans le hall du manoir, se trouvait Lana, décédée. Immédiatement, le chauffeur appelle la police, il se passe une 40aine de minutes entre son alerte et l'arrivée des forces de l'ordre, et là, Phil a le comportement le plus étrange qu'on puisse avoir dans ce genre de situation. Il aurait accueilli la police en haut de son perron, les mains dans les poches, aurait refusé d'obtempérer et de lever les mains en l'air, et aurait simplement dit les mots « Vous devriez venir voir ça ». Phil est catégorique, c'est un ci-dessus. Et quand la police l'embarque, il perd absolument son sang-froid. Il n'a qu'une seule version des faits, cette femme qu'il connaît à peine, c'est ci-dessus chez lui. Arrivé au poste de police, Phil refuse de parler sans son avocat qui l'appelle immédiatement. Quelques jours plus tard, il est relâché sous caution après avoir signé un chèque d'1 million de dollars. Il faudra attendre 6 ans avant que Phil Spector ne soit jugé. Et son procès va être l'un des procès les plus médiatisés de la fin des années 2000 aux États-Unis. Il faut savoir qu'à la fin des années 90 et au début des années 2000, l'Amérique a assisté à 2 procès de stars majeures, celui de O.J. Simpson et celui de Michael Jackson. Je ne vais pas m'attarder sur ces procès, ce n'est pas le sujet, mais il faut juste retenir que l'image de la justice en a pâti. L'Amérique et Hollywood est vue comme le repère où les riches peuvent s'en sortir quoi qu'ils fassent parce qu'ils sont riches. Le procès Phil Spector débute en 2007 et au départ, c'est plus nuancé qu'il n'y paraît. Bien que de loin on puisse avoir l'impression qu'il est coupable et que le choix le plus stratégique serait essayer de réduire sa peine, Phil et son armée d'avocats et de professionnels restent sur la ligne de défense du ci-dessus. Ils apportent certains éléments, notamment la meilleure amie de Lana, qui va témoigner en ce sens. C'est un procès qui s'avère beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît
et il va durer 6 mois. 6 mois de rebondissements étranges. Si l'affaire du côté juridique vous intéresse, il y a un reportage en français sur le sujet, le lien sera bien évidemment en description. À présent, c'est à la justice de trancher et le procès se termine en non-lieu. Les jurys n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Phil Spector est libre. Sauf que, évidemment, l'accusation va faire appel et le 13 avril 2009, 12 nouveaux jurys délibèrent et déclarent Phil Spector coupable de meurtre au second degré. Il est condamné à 19 ans de prison et il clamera toujours son innocence. Il ne purgera jamais sa peine en entier puisqu'il décédera en 2021, laissant derrière lui des dizaines de morceaux classiques, mais aussi beaucoup de traumatismes, de violences et une vie ôtée. Un grand merci à vous de m'avoir écouté, c'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.